Et nous sommes de retour sur le Brap Show. C'est l'épisode 30 et on va parler du Supercross d'Indianapolis. Premier face-à-face Est-Ouest de la saison. Et j'ai entendu M. Shire en parler sur le Pulp MX Show, j'étais pas au courant, mais il y en aura 3 cette année. Donc encore 2. Le deuxième, ce sera à Philadelphie, là où Tom a roulé du feu de Dieu face à Hayden Deegan l'année dernière. Et le dernier, évidemment, à Salt Lake City pour la finale du championnat de Supercross. On vous rappelle, avant de commencer, qu'il y a le concours MGT Design Raceware The Brap Show. Il vous suffit, dans les pronostics de cette vidéo, dans les commentaires, il vous suffit dans les commentaires de cette vidéo de nous donner votre pronostic sur quels seront les champions Supercross dans les 3 catégories. Donc, on veut le champion 450, le champion 250 Est, le champion 250 Ouest. Alors, Indianapolis, à la moitié de la finale, vu que c'est l'épreuve du milieu, parce qu'on est sur un nombre impair d'épreuves. Donc, à la moitié de la finale, on était à la moitié de la saison. Après une demi-saison, ce serait quoi tes 3 pronostics, du coup, toi, Mr. Brap? Moi, je reste sur un fidèle Sexton qui va se réveiller après le break, là, qui va remettre les pendules à l'heure et qui va nous envoyer du pâté, revenir et montrer à Webb qui est le plus rapide. Et en 250, écoute, je vois bien Vialou gagner. Et sur la côte ouest, Deegan. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le pronostic de Mr. Brap sera pas bon. Donc, vous pouvez faire d'autres pronostics et tenter de gagner la tenue. Lui, il est déjà foutu. Si vous avez le même pronostic que Mr. Brap et si par miracle c'est le bon, vous pouvez quand même le donner parce que le bon pronostic, un gagnant parmi les bons pronostics sera tiré au sort à la fin de la saison. Et ce sera peut-être dans cette vidéo ou peut-être dans la suivante. Donc, il faudra commenter l'épisode 31, 32. Et je pense qu'on tirera au sort le vainqueur dans l'épisode de la dernière épreuve à Salt Lake City, parce que forcément à Salt Lake City on connaîtra les champions quand on fera le podcast, donc là ce sera plus une question de pronostic. Et comme ça aussi faut pas qu'on ait des gens qui viennent commenter dans les vieilles vidéos une fois que les championnats sont terminés, quoi. De toute façon, pour regarder la date de publication des commentaires. Après. Ouais, voilà. Donc les petits tricheurs, c'est pas la peine d'attendre. Il faut commenter maintenant. Donnez-nous vos pronostics. Et évidemment, merci à MGT Design Raceware de vous proposer de gagner une tenue 200% perso. Et donc oui, je l'ai pas précisé là dans cet épisode, mais il y a une tenue de motocross 200% perso à gagner, faite par MGT Design Raceware. Donc vous pouvez choisir soit parmi leurs modèles existants ou alors partir d'une page blanche et faire le modèle dont vous rêvez. Une tenue chez MGT Design Raceware pour l'instant, c'est maillot-pantalon. Ils sont en train de voir pour étoffer leur catalogue, mais pour l'instant, du coup, ce sera maillot-pantalon. Et c'est quand même un beau cadeau parce que ça peut monter jusqu'à combien une tenue 200% perso ? 250 €. Voilà, donc vous imaginez, vous économisez 250 € si vous gagnez. Donc allez-y, c'est gratuit, évidemment. Participer et gagner, c'est gratuit, vous n'aurez rien à payer. Donc faites-vous plaisir. Et nous, on va tout de suite parler de pourquoi Mr. Brap et son pronostic ne sont pas bons. Mais tout simplement parce que le champion 450, ce sera Cooper Webb. Sur la côte Est, ça va être Hampshire. Et sur la côte Ouest, ça va être Deegan. C'est le seul pronostic qui est là bon. Cooper Webb, ça devient vraiment alarmant. Donc c'est le premier pilote à gagner 3 courses cette année. Il a 15 points d'avance. La semaine dernière, tu nous disais, s'il y a 15 points, alors qu'il y a de moins en moins de courses à disputer, peut-être que là, je m'alarmerais plus pour Sexton. On y est. Il y a 15 points. Il y a de moins en moins de courses à disputer. Alors, est-ce que tu t'alarmes pour Sexton ? Ouais. Et du coup, il y a un break. Il a compris, le garçon, lui aussi. Je pense qu'il s'alarme de son côté. Il voit que là, rien ne va plus. Donc, il y a le break. Et il va récupérer de toutes ses cabrioles. Il va refaire le vide dans sa tête. Et repartir sur de bonnes bases pour la suite du championnat et commencer à en mettre dedans un peu et gagner, quoi. Il paraît que Cooper Webb, il a eu une proposition de contrat pour rejoindre Nitro Circus après les essais. Parce qu'il nous a quand même fait un front flip sans rampe à bascule, lui. J'étais en train de réfléchir à Nitro Circus. Qu'est-ce qu'il pourrait lui proposer ? Un contrat, peut-être un sponsor avec écrit Nitro Circus sur la tenue. Je cherchais. Mais... D'accord. Et ça m'a rappelé, quand je l'ai vu faire sa gamelle, ça m'a rappelé le 3e Arlington en 2021. Je crois que c'est celui-là, où il se plante aussi dans les whoops. Et au final, il gagne quand même la course.
Et je me rappelle que DV était passé sur le Pulp MX Show la semaine qui a suivi. Et Steve Matthes, il était là en disant ouais, je suis quand même surpris de Cooper Webb qui, malgré la belle gamelle qu'il prend aux essais, est super fort toute la soirée et gagne la finale. Et DV qui lui dit mais on a l'habitude de tomber, c'est pas parce qu'il a pris une chute aux essais qu'il va pas gagner la course. Ouais, bah, ça dépend qui, encore une fois. Parce que tu vois, je pense qu'un Tom Vial, c'est à la première qui s'est pris un gros par l'avant. Ouais. Voilà, lui, je pense que ça l'a bien freiné. D'ailleurs, on l'a vu dans son entrée dans les hoops, hein. Après, j'allais dire à 2 à l'heure. Encore une fois, toute proportion gardée, hein, à 2 à l'heure pour lui comparé à sa vitesse dans les whoops. Il tapait directement la première avec la roue avant, alors qu'il avait l'habitude de la taper qu'avec la roue arrière, de taper celle suivante avec sa roue avant, ce qui le faisait rentrer beaucoup plus vite avec beaucoup plus d'élan et garder l'élan dans les whoops. Et là, après, s'en est pris une vraiment bonne à la première. Le premier round, du coup, il le faisait plus en finale, et on voyait que ça pêchait dans les whoops. Et il me semble que le deuxième round, c'est pareil, il tapait. Alors après, il y a là aussi les whoops qui se défonçaient, donc plus compliqué. Là, on a vu pareil, Indianapolis, une piste qui se défonce énormément, et des whoops qui sont plus qu'un champ de mine. Donc, donc ça devenait compliqué, même si on en a vu quelques-uns quand même réussir à dribbler encore sur les bords, et j'étais étonné qu'il n'y en ait pas plus qui le fassent. Après, de là où on est, peut-être que ça s'est quand même détérioré aussi ensuite sur les bords, et que même dribbler sur les bords, c'était plus possible, mais j'avais l'impression que c'était quand même un peu plus propre sur les bords, et il y en avait quelques-uns, notamment, enfin, j'ai vu Ferrandis le faire, Roxen aussi dribbler pas mal, justement, lui qui revenait de loin au début de finale, dribbler sur les bords, et ça allait pas mal, quoi. Ouais, après, Ferrandis et Roxanne, c'est des mecs qui aiment pas trop les sauter, les whoops. Ouais. Et je pense que, tu vois, pour un mec comme Webb, par exemple, qui est quand même bon à sauter des whoops, ben, il va peut-être lui plus vite quand même en les sautant que Ferrandis ou Roxanne en les dribblant, quoi. Ouais, ça se Et peut. c'est sûr qu'il va Mais probablement plus vite que lui-même si lui les dribble, quoi. ouais, ça c'est sûr, parce que lui, il continuait à faire 3-3-3 dedans, alors que la plupart qui les sautaient, après, ils faisaient 2-2-2. Ah ouais. C'était un peu à l'arrache, quoi, dans les hobos. Tu voyais les ornières, et un pour qui c'était très compliqué, c'était Faulkner. Mais bon, après, on va peut-être découper encore 450 puis 250, donc on en parlera Oui, plus tard. après on peut en parler, hein, c'est une conversation, mais même Sexton, il y a des moments où je l'ai vu passer dans les hoops et limite il roulait dedans, quoi. Et ça driblait pas, ça sautait pas. Ouais, alors c'est vrai que je voulais justement parler un petit peu de la piste, mais avant ça, je voulais quand même revenir sur la victoire de Webb, puisqu'on a un peu commencé sur le sujet. Parce que il est parti, il a doublé Sexton dans le deuxième virage. Bon, c'est un peu le départ, c'est un dépassement, mais disons qu'après le premier virage, Webb est juste derrière Sexton, et après le deuxième virage, il est juste devant. Et donc Sexton, il est parti dans la roue de Webb, mais il n'avait rien pour Webb en plus ce week-end. Et moi, ça me surprend parce que justement, tu disais dans les podcasts précédents, et j'étais d'accord avec ce que tu disais, mais tu disais que Sexton nous montrait qu'un petit peu toutes les surfaces, toutes les conditions, toutes les pistes, il est le plus rapide, et que donc de toute façon, si lui ne fait pas d'erreur, il n'y a pas de raison qu'il ne gagne pas. Et il a fait une erreur ce week-end aussi, il a fait une petite chute dans le sable qui lui a coûté la deuxième place, mais de toute façon, il n'avait rien pour Webb ce week-end, et c'est vrai que c'est surprenant. Et peut-être que c'est plus qu'on sous-estime, on a tendance toujours à sous-estimer Webb et à dire que c'est parce qu'il sait lire la piste et il sait moins ralentir quand elle se défonce, et qu'il sait tirer meilleure partie des opportunités qui lui sont présentées. Mais ce week-end à Indianapolis, il a pris un bon départ et il a été tout simplement rapide. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que tu vois, Sexton, là, le break va lui faire du bien, parce que là, je pense que vraiment, c'est mentalement, tu vois. Justement, il a même pas essayé de pousser jusqu'à faire une erreur. Alors, il fait une erreur dans le sable, mais je suis pas trop sûr qu'on peut la mettre, celle-ci. Mais On n'a pas vu de vidéo. En plus, tu en as vu sur les si, réseaux, si, peut-être. ouais, Tu as vu la chute vraiment. il a Ok. perdu un peu l'avance, elle a déséquilibré là, et il est tombé. Il me semble que c'est un truc comme ça. Si, on a vu un ralenti de Sexton qui tombait dans le sable. Mais ouais, on l'a même pas vu essayer, quoi, derrière Webb. Là, il s'est fait un peu distancer, tu vois, et on l'a pas vu essayer justement se mettre à la limite ou quoi. Et je pense que c'est là, ouais, c'est vraiment mentalement. Il s'est fait doubler par Webb, peut-être pas très à l'aise sur une piste trouée comme celle-ci. Et Fatigué psychologiquement. ouais, et là, c'est. Bah, écoute, je ne vais pas faire plus d'erreurs, tu vois. Enfin, je veux dire, je me suis retrouvé derrière lui, je suis tombé alors que j'avais la victoire, je l'ai perdu. Trop d'événements, je pense, qui fait que là, il n'était pas en position pour partir. Donc, je pense que le break arrive très bien pour lui, pour les oublier un peu, là, avoir 2 semaines pour laisser derrière ce qui a pu se passer avant, les situations où il a été derrière Webb, où il a chié dans la colle, etc. Et revenir un peu plus concentré.
plus confiant, reprendre confiance en lui, quoi, la moto, etc. Et retourner. Après, tu vois, je crois que dans son post Insta, justement, il disait de récupérer un peu là pendant ce break. Je sais pas, tu vois, s'il a encore mal de sa chute aussi de Daytona, ou il est peut-être un peu gêné par tout ça. Donc, ouais, je pense qu'il était temps là d'avoir une pause et de repartir à zéro après ça, quoi. Ouais, parce que on a roulé, nous, il y a une semaine et demie maintenant à Vinci. Je suis même pas tombé, j'ai pris mon guidon dans la tête et je crois que je me suis mis un coup de casse sur l'épaule, j'ai encore un bleu. Alors tu peux pas imaginer que Sexton, avec toutes les cabanes qu'il a pris au cours des 3 ces dernières semaines, qu'il ait pas un petit peu mal quelque part quand même, quoi. C'est clair. Et si tu es Sexton, toi, du coup, qu'est-ce que tu fais? Donc tu dis que tu as lu un petit peu son post Instagram, mais toi, à la place de Sexton, qu'est-ce que toi tu ferais? Est-ce que pendant ces 2 semaines, tu prends une semaine où carrément tu fais pas de moto, peut-être tu fais juste un petit peu de maintien physique, mais vraiment même plus de la récup et tu essayes de te vider un peu la tête? Ou est-ce que tu fais beaucoup de testing pour essayer de trouver plus de confort et régler les problèmes? Est-ce que tu penses qu'il pense que le problème c'est sur la moto, une question de confort, ou est-ce que c'est juste des erreurs d'inattention? Bah, si sur la moto il est pas très à l'aise, non, tester. Enfin non, je prends pas une semaine là en plein milieu de la saison et tout, tu vois. Mais ne serait-ce que déjà d'avoir un week-end off, bah, ça va permettre de. Enfin, le temps fait bien les choses en général, donc va lui permettre justement de vivre d'autres journées et donc d'éloigner un peu plus les autres et notamment les mauvaises. Et donc déjà mentalement ça fait du bien. Ensuite, je pense que des réglages sur la moto, tu vois, il en a trouvé. Il a dit qu'il était plus à l'aise à l'off-season, qu'il a pu faire des manches et ça s'est vu. Il était rapide sur la moto. Donc après, peut-être sur un terrain défoncé, il faut trouver une meilleure base ou en fait s'entraîner aussi sur un terrain défoncé, tu vois. Je ne sais pas dans quelle mesure il va s'entraîner sur un terrain défoncé parce que chaque fois qu'ils vont à la Bakers Factory, enfin je veux dire même si tu roules après les gars qui ont fait leur manche à la Bakers Factory, la piste elle n'était pas comme ce week-end, tu vois. Ouais, bah Donc c'est sûr, tu as juste 4 mecs qui font leur manche, ou peut-être 8 s'il y a des pilotes de 150 avec eux, mais ça s'arrête là. Ouais. Donc il faut aussi rouler dans ces conditions-là. Et alors moi je sais pas anticiper là si les prochaines courses c'est des ornières comme celle-ci ou pas, mais tu vois essayer d'anticiper. Enfin on sait tous les ans que du coup cette épreuve-là c'est truffé d'ornières. Tu as besoin de savoir rouler en supercross du coup dans des ornières. Donc essayer de trouver un endroit où peut-être, je dirais avec les moyens qu'ils ont, ils peuvent arroser abondamment une piste, tu vois, pour qu'elle soit peut-être un peu grasse le matin. Et même tu fais venir des pilotes, même des pilotes amateurs, tu vois, que tu fais venir pour mettre du monde à rouler sur la piste, la défoncer et pouvoir rouler sur une piste défoncée. Parce que c'est pareil, prendre des whoops justement, voilà, qui sont détruits comme ça. Bah, il n'y a qu'en roulant dans des whoops détruits comme ça que tu pourras apprendre et être performant dedans. Donc, parce que voilà, on sait que Sexton, techniquement, enfin, je veux dire, il est même potentiellement au-dessus d'un web, presque de loin. Et au final, arriver sur une piste un peu technique comme ça, truffée d'ornières et tout, web, il faiblit pas. Et Sexton, ça avait l'air plus compliqué. Effectivement, les whoops, tu vois. Mais après, je pense aussi qu'il y avait un gros blocage où il était vachement sur la retenue. J'imagine qu'une piste comme ça, on voit Sexton à l'entraînement, on ne voit pas rouler comme il a roulé là. Là, je pense qu'il y a trop d'accumulation, trop de faut pas que je fasse d'erreurs. Mais quand tu penses faut pas que je fasse d'erreurs, tu roules à reculons et tu fais des erreurs. Donc ouais, là, faut faire un lavage de cerveau et repartir à zéro sur de bonnes bases et s'entraîner aussi sur les textures que tu vas rencontrer en course, quoi. Ouais, des courses avec des ornières, on a Seattle où ça dépend un peu des années, mais vu qu'il pleut généralement beaucoup dans cette région-là, à chaque fois la terre est truffée d'ornières. Il y a East Rutherford qui est près de Boston où c'est pareil, généralement la terre est très molle là-bas. La prochaine épreuve cependant c'est Birmingham, donc l'année dernière on a eu de la pluie là-bas, c'est celle où Tom gagne et il n'y avait pas de whoops. Oui, ils avaient c'est sa deuxième victoire. Et donc aucune idée, s'il fait beau, j'ai aucune idée par contre de comment est-ce que la terre se dégrade là-bas. Mais après, tu dis limite amener des pilotes amateurs pour défoncer encore plus la piste, mais tu sais comment c'est. Toi-même à l'entraînement, tu veux travailler les ornières, mais quand je viens et que je la ruine et que je mets un crochet dedans, ça te gave. Alors que ça peut arriver en course. Il y en a beaucoup même des courses quand ça se trouve où les ornières, il y a aussi des crochets dedans comme ça. Mais... Non, mais alors après, les amateurs dont je te parle, c'est pas les mêmes amateurs que nous, quoi. C'est pas les pilotes du mercredi après-midi sur les jours fériés. Et non, mais je suis à toi ce qu'un top amateur est à Sexton, non? Bah ouais, justement, sauf que l'amateur qui est à Sexton, il te fait quand même
même une belle ornière qui serait un pro pour moi, tu vois ce que je veux dire. Donc non, je te parle des amateurs qui font les Six Futures et tout, les gars qui s'entraînent, enfin qui savent rouler sur un terrain de supercross et qui sont en fait les stars de demain aussi, tu vois, qui potentiellement ont des contrats. Enfin voilà, tu t'appelles. Alors chez KTM, j'ai pas l'impression qu'ils fassent de la Six Futures, Red Bull KTM. Mais après, il y a Gaz Gaz, je crois que du coup, ils ont proposé, vu que Davis a roulé sur une Gaz Gaz. Ouais. Enfin bon, ils trouvent des gars. Et même sinon, voilà, des privés au final qui n'ont pas spécialement de guidon. Enfin, tu vois, je pense à Pro Circuit qui ont beaucoup de jeunes amateurs aussi. Alors, Star Racing, après, voilà, c'est peut-être des gens qui, du coup, KTM qui appellent les mecs de Star Racing qui viendraient pas rouler sur leur terrain parce que c'est aider KTM, enfin, tu vois, dans leur processus. Donc, voilà. Mais t'en as d'autres, des amateurs qui roulent très bien, qui ont des contrats avec aucune gros team comme ça et qui, je pense, peuvent venir rouler sur le terrain de Supercross et pas forcément en même temps, du coup, tu vois. Tu les fais venir sur un créneau avant pour te défoncer la piste d'abord, tu vois, et après pour essayer justement de trouver des traces, de créer des traces comme ça avec une piste truffée d'ornières et de trous dans les whoops. Enfin voilà, ne pas les refaire. Les whoops aussi peut-être, ils ont je sais pas combien de terrains. Bah, tu te dis il y a un terrain, j'ai regardé la vidéo de Le Big là où il est avec Vial et Sexton justement, enfin il suit Vial principalement, tu vois un petit peu Sexton mais c'est Vial qui va suivre à l'entraînement et tu le vois là, mais je crois que c'était à la Baker's Factory, tu avais deux terrains et Baker il est maqué avec KTM. Donc si KTM demande à Baker, il y a un terrain, on le refait pas, on roule dessus et on le laisse se détruire, etc. On arrose abondamment pour essayer d'avoir justement cette texture quand même qu'on peut avoir en course. Enfin voilà, tout ça. Et ça roule, mais tu peux pas être bon dans des whoops défoncés si t'as jamais pris de whoops défoncés, tu vois. Et on le voit souvent à l'entraînement. Il y en a plein qui des whoops tout ronds et ils les passent que sur les crêtes et ça fuse. Mais à la fin, tu vois, et un web qui ne fuse pas du tout, même dans des whoops super propres, super clean, tu vois, qui va les passer propres, mais qui est pas waouh, exceptionnel. Bah, ça n'empêche que quand c'est défoncé et en course, bah, t'as pas des whoops tout ronds. Enfin là, on le voit bien, chaque année, t'as jamais une piste où t'as les whoops qui sont tout ronds, tout propres et qui se dribblent les doigts dans le nez, quoi. Non, c'est clair. Bah justement, on va parler du coup de la piste. Oui, je voulais juste dire, au niveau des séries, d'une fois aussi, il avait dit quand même que il appréciait de pas, parce qu'il trouvait que rouler sur une piste défoncée, c'est aussi quand même plus dangereux, et que quand les mecs ils roulent 2 à 3 fois par semaine en plein milieu de la saison et 3 à 4 fois par semaine en pré-saison, bah, il apprécie aussi quand même de pas prendre autant de risques que quand il est en course, parce que il veut pas se blesser et rater son championnat, quoi. Bah ouais, mais dans ce cas-là, roule que 2 fois alors, pas 3 ou 4 dans la semaine, mais sur une piste défoncée. Enfin, à un moment donné, tu peux pas répéter des choses Ouais. à l'entraînement et après en course, c'est autre chose différent. Enfin, à un moment donné, Sinon, ça sert à rien de répéter. Entraîne-toi en quad et viens faire une course de moto le week-end. Bah, ouais, c'est un peu ça. Tu t'entraînes, donc ok, c'est plus safe et tout, mais justement, enfin, moi, ça me rappelle les années où je roulais tout le temps à Saint-Vite. La piste, à la fin, elle est plate, tu la connais par cœur, tu vois, elle est bien refaite et tout, tu la connais par cœur. Et bah ouais, mais du coup, quand j'arrive sur un autre terrain, condition de course qui a été griffé, RC, arrosé et qui se défonce avec des trous, etc. Bah, au bout de déjà les essais chrono, waouh, les bras, etc. Compliqué. Et en manche, pareil, je suis je suis au bout de ma vie, quoi. Et pourtant, bah, mince, je roule mercredi, samedi, dimanche à cette période-là. Et ça n'empêche que bah ouais, c'est pas du tout la même chose. Et que, et que ça se roule pas pareil. Enfin, techniquement, c'est pareil, tu roules pas pareil. Et moi, je suis quand même étonné malgré ça, que ce soit en motocross ou en supercross, de les voir rouler si vite, alors qu'à l'entraînement, ils n'ont jamais des pistes qui sont comme en course. Quand tu regardes justement les outdoors, là, quand tu regardes l'état de la piste à la fin, c'est un champ de mine le truc, et tu les regardes rouler justement à la Baker's Factory ou sur leur terrain d'entraînement à Glen Helen et compagnie, c'est que des extérieurs, t'as pas un gros saut, et la piste elle est limite un peu sèche et tout, t'as peut-être une ornière de temps en temps dans l'intérieur, mais c'est tout, tu vois, ça n'a rien à voir avec l'état de leur piste, et je suis vachement étonné de les voir rouler si vite après en course, alors qu'au final, quand est-ce qu'ils s'entraînent dans ces conditions-là, tu vois. Alors ils font beaucoup de courses, et mine de rien, la course, voilà, depuis très jeune. les font progresser effectivement. C'est que au final, ça fait aussi partie de l'entraînement d'un côté. Hein, mais moi, je trouve ça quand même impressionnant. Et je suis étonné qu'à ce niveau-là, avec les budgets qu'ils ont, là, ces Team Usine et compagnie, de ne pas se faire justement, de ne pas se reproduire les conditions de course. Tu as Star Racing qui fait le même terrain qu'Anaheim 1 exprès justement pour essayer de le calquer et être très bon sur le terrain dès l'ouverture du championnat. Peut-être rassurer les pilotes aussi en se disant
bon, on arrive sur un terrain qu'on connaît déjà à peu près. Mais par contre, qu'ils ne fassent pas en sorte d'avoir les mêmes conditions à la fin, ça m'étonne un peu. On vous a parlé d'MGT Design Racewear, mais il y a aussi MGT Design qui vous fait les kits déco de 100% perso. Vous pouvez les contacter sur Instagram, @mgtdesign-mx. Et croyez-moi qu'ils sauront répondre à toutes vos demandes. Et moi, je pense que pour la saison prochaine, parce que là, on a déjà bien entamé, mais je vais devoir passer une petite commande pour remettre un petit coup de neuf sur la YAM. On va parler un petit peu de la piste d'Indianapolis parce que ça joue un rôle. J'ai des avis un peu mitigés. C'est qui est-ce qui était sur le Pulp MX Show et qui en parlait non, c'est Ferrandis qui en parlait dans une interview pour Vital MX que j'ai vu sur YouTube, où il disait qu'il trouve que peut-être même dès la moitié de la finale, la piste elle est pratiquement inroulable et que c'est vraiment de la survie. Et c'est vrai que cette course-là, elle était un petit peu... Elle n'était pas passionnante quand même au final à regarder, cette finale 450. On en parlera un peu plus en détail, mais tu vois Roxane qui part de la 21e place, revient 10e en 6 minutes, ou même pas en 4 minutes je crois, il reste 16 minutes, il est déjà 10e, puis après il prend 16 minutes pour gagner 3 places, dont un pilote qui tombe, je sais plus lequel, si Plessinger qui tombe tagué par Barcia. Donc un peu décevant. Et je me dis que bon, c'est pas trop mal d'avoir. Enfin, Indianapolis, il y en a qu'un. C'est probablement la course où la piste se détruit le plus, avec peut-être Seattle, mais je dirais que Seattle un tout petit peu moins. Et c'est bien d'avoir aussi, enfin c'est une difficulté différente, quoi, donc c'est pas trop mal. Mais peut-être qu'au final, en format Triple Crown comme l'année dernière, c'est peut-être mieux. Je sais pas si Jet semblait dire quand il était aux commentaires que limite en Triple Crown, elle s'était encore plus défoncée. Mais bon, vu que la manche est plus courte et que tu as d'autres départs, c'est peut-être... Ça évite d'avoir une manche de 20 minutes où tu t'ennuies un petit peu parce que Webb il a mis la piquette à tout le monde et que tout le monde est plus en mode survie que vraiment capable de pousser, non? Ouais, c'est vrai. Je réfléchissais là en même temps que tu parlais justement à comment on pourrait pallier à cette piste qui se détériore, parce que je me dis aussi qu'ils ont peut-être moyen. Enfin, après, ils l'ont refaite la piste, peut-être pas en intégralité, mais je voyais dès qu'il y avait des pauses, Ouais. ils passaient le bulle quand même. Et justement, ils ont plus de pauses dans un format classique comme ça qu'en format Triple Crown, je Mm. crois. Donc c'est pour ça que d'un côté, c'est peut-être mieux. Et en même temps, tu vois, je dis ça, mais parce que c'est vrai que cette année, on a eu une course moyenne au niveau des finales, alors que l'année dernière, le Triple Crown avec Jet et Roxanne, c'était quand même assez serré pour les 3 manches. En tout cas, sur une partie de la manche, c'était cool. Mais je suis retombé sur une vidéo où la première victoire de Roxanne quand il est revenu sur Suzuki, c'était à Indianapolis. Et tu as d'abord Sexton qui revient et qui tombe. Puis ensuite, tu as Barcia qui revient et il se bataille pendant les 3 derniers tours. Donc au final, c'était chaud jusqu'à la fin. Mais ils font tous les deux plein d'erreurs parce que ça restait en mode survie. Et j'ai aussi ce souvenir de la course entre Roxanne qui était toujours sur Suzuki en 2016 face à Dungey, où pareil, ils étaient restés très proches pendant toute la finale. Et c'était vraiment c'est une course que j'ai apprécié de revoir plusieurs fois. Donc il y a eu aussi, et la piste se défonçait autant en 2016, donc il y a eu aussi de belles courses au final et des écarts beaucoup plus serrés entre les pilotes devant, malgré ces conditions difficiles. Donc après, je ne sais pas si au final on peut vraiment blâmer ça sur la piste ou si c'est juste une de ces années où il y avait un pilote qui était plus à l'aise que les autres, quoi. Puis aussi un Roxanne qui tombe au départ et un Sexton qui fait attention parce qu'il est tombé 5 courses de suite parce qu'il est encore tombé ce week-end. Ouais, je sais pas si ça vient réellement de la piste ou pas. Après, c'est sûr que les pilotes, quand la piste est comme ça, ils vont prendre moins de risques aussi et on va peut-être moins voir de dépassements ou pour le spectacle. Je pense que ça limite un petit peu. Mais ouais, je sais pas. C'est peut-être une volonté quand même de leur part parce que je me dis que s'ils changent de terre, tu peux peut-être en avoir une quand même un peu plus dure, enfin de qualité un peu différente. Ouais, mais après, ça engendre peut-être des surcoûts énormes parce que peut-être qu'il faudrait aller la chercher plus loin. Et quand tu vois le nombre de camions qui font des allers-retours pour la déposer, il y a certainement un aspect financier. Puis après, peut-être que voilà, Indianapolis, c'est la course la plus trouée de l'année. Et peut-être qu'ils aiment aussi avoir un petit peu cette course-là, cette facette. Peut-être que ça leur plaît. Après,
On a vu quand même quelques sacrées chutes. Preston, tu disais, qui est tombé un peu comme Villopoto en 2010. Il y a Savacci aussi qui a pris un beau par l'avant dans l'enchaînement, qui s'est cassé quelques côtes et percé un poumon. Imus, lui, est tombé sur le pont. Et ça, je voulais en parler aussi parce que mettre des protections de piste sur la réception du pont qui est hyper raide, qui est aveugle comme un triple ou un saut d'arrivée, c'est quand même absurde. Sur un triple ou sur le saut d'arrivée, ils mettent pas, tu vois, de protection de piste sur la réception. Et pourquoi en mettre là ? Ouais, je sais pas. Parce que ok, Imus fait une erreur, il saute un peu sur le côté, tu vois, mais on peut le protéger en ne mettant pas justement de protection là, et il atterrit sur de la terre parce qu'il n'a pas fait un écart de trajectoire où il a sauté à côté du pont. Ouais, mais le problème c'est quand tu fais un écart de trajectoire justement qui serait plus important. S'il n'y a pas de botte de paille et qu'il n'y a rien là, tu arrives dans le vide. Mais de toute façon, là, s'il va au-delà des bottes de paille, il est dans le vide aussi. Il n'y en a pas en dehors du pont. Ouais, mais alors les bottes de paille, elles te permettent quand même parce qu'elles sont dans la continuité de celles qu'il y a devant, et donc de te faire un rail, tu vois. Oui, c'est comme la voiture qui revient toute seule sur la... Tu peux les avoir sur l'appel, et tu pourrais même en mettre de largeur pour avoir un appel plus étroit, et comme ça, tu laisses, tu sais, comme ils font sur le saut d'arrivée, le saut de freestyle au Supercross de Paris. T'as la réception du saut de freestyle, elle est hyper large justement pour éviter tout incident où les mecs sauteraient à côté. Ouais, et puis c'était aussi en Australie là qu'ils avaient mis des Savacci justement, on avait fait les frais en l'air où il avait roulé un peu dessus, et tu vois, je me disais que peut-être même en bas faire un truc comme ça, peut-être même qui serait glissant, tu vois, mais ça n'empêche que si jamais t'allais vraiment carrément en dehors, bah ça te fait glisser, ça te ramène un peu sur la piste, mais t'es pas carrément dans le vide ou sur la piste d'à côté aussi, enfin qui passe en dessous quoi. Et tu protèges les mécaniciens parce que là il y avait les mécaniciens juste derrière sur la droite à Indianapolis. Ou même tu les mets un peu en boudin justement gonflable quoi, tu vois, pour limiter, parce que c'est aussi un peu ça le but quoi. Si on pouvait avoir des chutes, c'est spectaculaire, mais qu'en plus le mec il se fait pas mal parce qu'il arrive sur des bottes de paille gonflables ou des protections comme ça, bah, ce serait que mieux quoi. C'est qu'on perd pas de pilote, ils se font pas mal, et des chutes il y en aura quand même toujours, et ça fait partie du truc, et ça fait partie du spectacle aussi. Mais c'est vrai que là, on voit quand il arrive sur les bottes de paille, on voit pas la fin de la chute, mais elle avait l'air quand même de taper arriver en bas. Ouais. Mais je pense que tu peux mettre des protections peut-être gonflables justement, et ça un peu sur l'entièreté du pont quoi, parce que c'est vrai que c'est déjà arrivé aussi, ça c'est arrivé aussi sur un petit SX là, je crois que c'était en Allemagne ou je sais plus où, et Brice Meilins, je crois que c'est lui qui prenait le pilote qui était tombé du pont, et il était tombé du pont sur la piste. Ah ouais. Et en gros, à quelques secondes près, il tombait sur un pilote directement, tu vois. Ouais. Donc là, je crois qu'il était tombé avant, et au final, Meilin, il avait tapé devant, si je dis pas de bêtises. Mais ouais, ça pose un problème, ces ponts-là, quand même. Mais en même temps, j'aime bien les voir sur la piste, ça varie un peu le tracé, et c'est cool, je trouve. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut... Enfin, déjà, ouais, je trouve que retirer les protections de piste sur la réception, juste, la chute de Imus, tu l'as plus quoi. Il se rate, mais ça va, il survit et il continue sa course. Bon, heureusement, a priori, il s'est pas fait trop mal parce qu'il a dit sur Instagram qu'il serait de retour dans 2 semaines pour le Triple Crown à Birmingham. Et sinon, pour revenir à la course, on a vu Justin Barcia. Ouais. Barcia, bon départ, il s'est accroché, il finit 4e. Et ouais, on a vu un petit peu Barcia à la télé. On l'a vu faire tomber Plessinger. Du grand bam bam. Ça fait bizarre en 2025. Et c'est Plessinger qui va le voir à la fin de la course quoi. Et il a dit quoi? Il était vénère? Non, mode c'est pas grave et tout. Et puis même quand il s'est fait interviewer, il a dit c'est la course, j'aurais dû enfin je sais plus s'il dit qu'il doit freiner plus tôt ou monter plus haut dans le virage parce qu'il est quand même monté haut. Mais enfin c'est vrai qu'il aurait pu l'éviter. Après il disait voilà, c'est Barcia, on sait, donc c'est sur moi qu'en gros c'est ma faute. Mais pour le coup, là, le dépassement de Barcia, il était pas. Non, il était dans l'intérieur. Il la roue avant avec sa roue arrière. Et il est monté haut, il a fait un bloc pass, il a pas laissé de place. Il a le droit. Je pense que là, Plessinger, effectivement, enfin même peu importe le pilote que c'est. Encore une fois, c'est un peu comme Ferrandis. C'est tu vas monter dans l'extérieur, ou comme Baumer quand ils voient un Digan arriver. À un moment donné, le gars, il peut aller monter jusqu'à ne pas te laisser de place. Enfin, des fois, il y en a qui le font sur un freinage, ils vont te fermer la porte. Il ferme la porte, il n'y a plus de place, tu manges sa roue arrière, c'est toi qui finis par terre. Là c'est pareil, au moment où il est en l'air, il le voit et il est sur son côté, donc il sait qu'il est battu.
bah, dès que tu atterris, tu es sur les freins. Soit tu essaies de le recouper directement, mais au plus bas, comme Shimoda a fait sur Jigan, justement. Il l'a recoupé très bas, il s'est arrêté en bas. Il l'a recoupé là, et même du coup, Jigan, alors qu'il recoupait son virage et qu'il laissait pas la possibilité à ce qu'on le recoupe de base, et ben, wow, boum, il s'est mangé un petit taquet. Ah merde, il est là, parce qu'il a recoupé super bas, tu vois, que Jigan, il fait un peu comme Webb, justement. C'est pour ça que c'est super dur aussi de recouper Webb. C'est qu'il rentre dans l'intérieur, il monte haut, Webb pas forcément haut, mais et il repart en bas, serré, il repart serré. Donc c'est à dire que celui qui veut recouper, bah, il se mange les bottes de paille. En fait, il y a pas de place non plus à sa gauche, tu vois, pour le recouper. Et ça, ben, c'est pareil. Je suis assez étonné que les pilotes, ils l'aient pas vu ou qu'il n'y ait pas quelqu'un dans l'entourage pour leur montrer et leur dire, les gars, quand vous faites un bloc pass, c'est comme ça qu'il faut faire. Tu mets ton bloc pass et tu ressors serré. Tu vas pas faire le bloc pass et après toi aller chercher loin pour peut-être aller faire un trip ou je ne sais quoi. Parce qu'en fait, quoi si qu'il tu a. as bien bloqué sur le bloc pass, tu peux, mais c'est vrai que si tu as laissé un peu d'espace. À condition, en fait, que oui, voilà, c'est que tu as bien bloqué, mais sauf que quand le gars, justement, il est capable de freiner en bas comme un Shimoda, tu sais pas où est-ce que tu dois t'arrêter dans le virage, tu vois. Et c'est ce que Shimoda, il lui est arrivé aussi, parce qu'à la fin, Shimoda, tu lui dis, mais tu le laisses passer à la fin. Tu lui mets un taquet, là, tu le laisses passer. C'est qu'en fait, il a voulu l'attendre pour l'empêcher de pouvoir le. Et au final, l'autre, il a longé complètement. Ouais, il a trop voulu jouer après. Voilà, ben c'est ça. Mais donc, c'est aussi le petit truc, justement. C'est que, enfin, à chaque problème, sa solution. Hein. Donc, si le gars, il vient te serrer haut, tu recoupes en bas. S'il serre en bas, tu longes l'extérieur, tu le fumes dans l'extérieur, tu vois. Donc là, effectivement, je pense qu'il a voulu anticiper que Digan fasse la même chose que ce que lui a fait, recoupé très tôt dans le virage et en bas. Donc il a voulu s'arrêter. Et Digan il a dit bon, je prends mon chemin et merde, c'est trop tard là. Je peux mettre un petit coup de gâchette, j'irai pas le bloquer dans l'extérieur. Donc ouais non, et puis au final de l'extérieur, tu te dis mais pourquoi tu viens de le laisser passer là clairement, tu lui mets un petit taquet avant, on se dit oh Shimoda et tout, c'est bien là. Ouais, ça, t'as un virage, tu te dis oh Shimoda, bien joué, c'est ce qu'on voulait, c'est ce que Mr. Brap il demandait au début de la saison. Il s'énerve un petit peu et tout. Il dit, après, pardon, je suis désolé, excuse-moi, je voulais pas, c'était pas fait exprès. Ah bon. Ah bah chasser le naturel, il revient au galop. Ouais, décidément, on va l'avoir dans chaque épisode celle-là. Ah ouais, je l'ai déjà dit. Oh bah, plutôt 2 fois qu'une en plus. C'est un festival. Sur Smith qui tombe, tu l'avais sorti, oui, et vrai, l'autre, et je me demande si c'est pas 2 fois sur Smith. Bon bah je vais dire un zèbre ne change pas ses rayures. Non, celui-là aussi tu l'as déjà sorti. Un léopard ne change pas ses tâches. Je sais pas. Ça me parle mais je suis pas sûr. On n'apprend pas à un vieux chien de nouveau tour. Ouais non c'est là non. Et sinon aussi autre belle performance, c'est Justin Cooper. Justin Cooper deuxième. Premier podium de l'année, deuxième podium de carrière en 450. Bravo quoi. Ouais, c'est vrai qu'il monte en puissance quand même. Ouais. Après, j'attends toujours de voir. Voilà, il y a pas mal de pilotes absents. Oui, évidemment. Mais tu vois, je me dis, s'il continue son ascension comme ça, est-ce qu'il serait pas à un moment donné un client justement pour un titre, tu vois? J'ai l'impression. Pour un titre, je dis pas non, mais après, il faut imaginer que dans les années à venir, tu vas avoir Digan, Jet, Hunter, Chase qui seront derrière la grille aussi. Et il va falloir quand même, enfin, je le mets derrière tous ces pilotes-là, Justin Cooper. Bah, à l'heure actuelle, oui. Il va falloir qu'il y ait quelques blessés quand même. Mais il monte quand même en puissance petit à petit, tu vois. Je pense pas que ce soit les autres qui faiblissent et lui, du coup, qui se retrouve ici alors qu'il n'a pas à être ici. Je pense qu'avec ses whoops, c'était une piste qui favorisait aussi son pilotage et son skill set, quoi. Ouais, c'est sûr que les whoops, il va falloir faire quelque chose parce que quand les whoops ils sont driblables, ça dribble plus. Et enfin, ça perd du temps, surtout beaucoup. Mais ouais, donc du coup, ouais, puis petit doublé pour Yamaha, ils doivent être contents. Et alors, par contre, dans les performances beaucoup moins belles, qui m'ont énervé, ça m'a agacé devant ma télé, c'est Roxen. Roxen qui remonte 10 en 4 minutes. Et puis après, il reste là. Et je comprends pas. Alors peut-être que c'est la piste, peut-être que c'est le physique. En 4 minutes, il s'est cramé à tout pilote. Peut-être qu'il avait de bonnes traces, puis elles se sont défoncées, elles étaient plus bonnes. Mais je comprends pas comment tu peux, en 4 minutes, doubler autant de pilotes, puis après passer presque 10 tours. Il était derrière qui, Plessinger ou Stewart? C'est quand il est arrivé un peu sur ce pack-là, ils étaient tous derrière Dylan. Il y avait Plessinger, il y avait Stewart. Justin Cooper était pas trop loin devant. Mais ouais, ça m'a énervé. Ouais, moi je pense que c'est physiquement qu'il a dû se cramer. À chaque fois, les fins de manche, il a plus de mal, tu vois.
Et là, je pense que quand tu es dans le pack, enfin, on sait comment c'est, quand tu es dans le pack, quand même, tu fais un peu attention à tout. Il faut que tu fasses attention à la piste qui est un champ de mine, que tu fasses attention aux pilotes du mercredi après-midi et qui font des zigzags parce que, bah, pareil, ils n'ont pas l'habitude de rouler sur une piste comme ça et puis ils n'ont pas forcément les skills pour. Plus, bah, faut que tu te dépêches parce que tu veux marquer des points. Et en plus de ça, bah, tu fais quand même attention parce qu'il va bien y avoir Anderson quand même sur la piste qui est derrière toi à qui tu dois faire attention. Donc tout ça réuni, ça te fait rouler un peu crispé, je pense. Et donc tu arrives à un moment où tu Puis c'est vrai t'essouffles et bah, c'est dur d'avoir le second souffle. Et en fait, je pense qu'il est un peu trop cramé. Enfin, on sait que physiquement, je pense que c'est un peu fébrile quand même, Roxane. Tu vois, s'il n'est pas dans dans sa course, voilà, dans sa zone de confort, dans sa course, premier à faire ses traces, à être économe en fait sur sa façon de piloter, ça le fait pas et c'est dur d'être économe quand tu es dans le pack et que tu dois remonter. Encore une fois, pour comparer à un truc que j'ai pu vivre à Frontignan quand j'étais tombé au départ, que je repars dernier là dans les 40. Ben, je me suis cramé, mais à la fin, j'étais à 2 à l'heure, quoi, dans les descentes trouées en plus. Et j'étais là, bam, 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 j'allais super lentement, le guidon, ça guidonnait, j'en pouvais plus, et je suis remonté jusqu'à la 8e place, tu vois, mais j'étais en apnée en fait, et je suis sûr que mon temps chrono comparé au deuxième, troisième, là où je me suis placé ensuite en deuxième manche, qui était ma place en fait, bah, je pense qu'en première manche, là, comme ça, ils n'avaient rien à voir, mais parce que tu es derrière, tu zigzags, tu recoupes, tu changes de trace, tu prends jamais 2 fois la même ornière non plus, donc tu peux pas stabiliser quelque chose sur lequel tu es à l'aise et sur lequel tu n'as plus besoin de t'accrocher au guidon. Et ouais, ça use. Puis c'est vrai que quand tu doubles des pilotes, tu as peut-être tendance à rouler, comme tu dis, en apnée, crispé, et tu t'en rends pas compte jusqu'à ce qu'en essayant d'en doubler un, là tu fais une erreur et tu perds un peu de temps. Et là tu commences à le ressentir d'un seul coup. En fait, j'ai poussé et j'ai un coup de mou là. Ouais, et puis du coup, tu sais même pas quelle trace est la plus rapide et la moins rapide. Tu te bases que sur celui qui est devant toi. Et donc, forcément, en plus, en te rapprochant des pilotes qui sont. Plus tu vas vers le haut de tableau, plus ça roule vite. Bah, tu as moins d'armes au final pour les attaquer, les gars. Parce que bah, tu peux regarder un peu par rapport à eux. Mais pour recoller avec un steward, par exemple, bah faut que tu trouves les meilleures traces. Et en fait, jusque-là, tu n'as pas pu les trouver, les meilleures traces. Parce que tu t'occupais juste d'une fois sur deux, prendre l'inter à l'exter pour changer et pouvoir doubler le pilote devant. Donc tout ça, au final, ça te met un peu des bâtons dans les roues. Donc c'est vrai que moi aussi, au début, je me suis dit, oh, il est déjà 10. Truc de ouf, il est parti avant-dernier, il est déjà 10. Et après, 5 minutes après, il était toujours 10. Ouais. C'est rageant quand même. Bah, puis moi, ce qui me fout le seum, c'est que je pense qu'il a perdu son championnat là en fait. Entre la fois où il a cassé la chaîne, malheureusement, ça c'était pas du tout de sa faute. Enfin, peut-être 10% parce qu'il aurait pu juste dire j'attends le prochain virage pour essayer de doubler les retardataires. Mais bon, il a quand même pas fait grand-chose de mal sur cette action. Et surtout, il a payé cher avec la chaîne cassée, et du coup, impossible de repartir. Parce qu'il marque que 1 point du coup à cette course-là. Je regardais les classements et des différentes épreuves tout à l'heure. Et là, maintenant, il a 26 points derrière Webb, avec 8 courses qui restent. Et ouais, pour Roxane, ça va être compliqué. Tu vois, autant Sexton, on sait qu'il a un vrai gros avantage de vitesse et qu'il faiblit pas en fin de manche. À la limite, l'amortisseur chauffe un petit peu en fin de manche, mais normalement, Sexton physiquement, il faiblit pas. Mais ouais, Roxane, sur les 8 prochaines courses, on s'attend pas à ce qu'il en gagne 5, quoi. Ouais, ça va être compliqué si Webb n'utilise pas un joker et que. Et c'est ça, Webb, les 3 premières étaient moyennes. Et depuis, ou peut-être les 4, parce qu'ils ont dit de toute façon. Ouais, mais non, parce que c'était avant la. Donc, ouais, c'est ça, les 3 premières étaient moyennes et les 6 dernières épreuves, c'était premier ou deuxième. Donc, c'est sûr que ça, c'est difficile à battre, quoi. Ouais. Je pense qu'il a le package en fait, Webb. C'est que c'est pas le plus rapide, mais il est quand même pas très loin en vitesse. Alors de juste un Sexton, oui, peut-être qu'il est un petit peu loin, mais sauf que entre lui et Sexton, il n'y a pas grand monde. Il y a Roxane parfois. Il va peut-être y avoir Anderson une fois de temps en temps, mais c'est un peu Stewart aussi, pareil, une fois de temps en temps, peut-être qu'il va s'intercaler entre Sexton et Webb en termes de vitesse. Mais voilà, il n'y a pas grand monde entre Sexton et Webb en vitesse. Puis alors après, en ce qu'ils appellent en racecraft, qui est l'intelligence de course et un petit peu la créativité aussi. Il est numéro 1, je pense, Webb là-dessus. Physiquement, peut-être qu'il est numéro 2 aussi, juste derrière Sexton. Mais c'est vrai que bon, il a pas. Quand tu le regardes comme ça, il a pas l'air. Ça ressemble pas à un athlète, mais il faiblit pas en fin de manche. Ouais, je te jure.
Donc ouais, moi j'ai du mal à miser avec 8 courses qui restent, et je le dis à tous ceux qui veulent participer au concours pour gagner la tenue, miser contre Webb, c'est quand même pas très judicieux, je pense. Ouais. Et j'aimerais bien voir sur les sites de paris aux États-Unis à combien est la cote pour le titre, s'ils en font. Parce que je me demande si la cote de Webb serait pas plus basse que celle de Sexton à l'heure actuelle. Mais en même temps, ce serait logique. Il a 15 points d'avance, il a gagné 3 courses. J'ai envie de dire, d'un point de vue mathématique, si au niveau des paris, tu mets pas une cote plus basse pour Webb, ça n'a pas de sens. On va parler quand même de notre petit Dylan National, qui a fait de bons essais, un bon chrono aux essais, une heat race décente. Ouais, c'était pas mal la qualif. Et une finale un peu décevante quand même, je trouve. Il était bien placé, il est bien parti, il s'est accroché, mais il finit 8e de la finale. Ouais, alors qu'il était 3 à un moment donné, il revenait sur Sexton là. Il a même été gentil dans le virage qui recoupe la ligne de départ là, avant d'arriver après sur les whoops. Là, il aurait pu aller se mettre dans l'intérieur, mettre un petit bloc pass. Mais j'ai l'impression qu'il est quand même assez respectueux, qu'il n'a pas envie d'être ce mec-là. Tu sais, je sais que j'ai pas le niveau actuellement, donc je vais pas non plus aller t'emmerder à te doubler pour que tu me redoubles au plus tard, 2 tours après. Ouais, voilà, il sait qu'il a pas le niveau de Sexton, donc il va pas essayer d'aller le dépasser en fait. Ouais. Mais ouais. D'un côté, c'est hyper respectueux, c'est pas mal, mais c'est vrai que tu vois, un mec comme Barcia, il en a rien à faire, il va aller te déranger pendant 2-3 tours. Ouais, mais c'est que ça l'aide pas, c'est que pendant un tour où Sexton justement cherche ses marques, n'y arrive pas trop et tout, bah derrière ça recolle quand même derrière Ferrandis, donc déjà lui il se ralentit, mais derrière potentiellement ça ralentit pas. Et puis ouais, ça l'empêche aussi de garder le rythme quoi. Enfin c'est vas-y double justement, hop dans la motivation. Après pas forcément dans les moments très attaqués, mais va dans l'intérieur mettre un petit bloc pass, pas sans toucher ou quoi, tu vois, sans forcer. Je pense qu'il le doublerait, tu vois, dans un enchaînement ou dans les whoops. Si Sexton il se rate, Dylan il passe. Oui, mais c'est vrai que lui il va pas aller tenter le dépassement. Ouais, alors que là je voyais, pourquoi tu freines si tôt? Vas-y là dans l'intérieur, l'autre il loge son virage, tu peux aller lui mettre un petit bloc pass ou ne serait-ce que lui montrer ta route. Tu montes pas dans le virage, tu vois, tu prends ton virage en bas. Mais au moins tu y vas et tu montres que tu as les crocs aussi et que tu veux aller gratter. Va te montrer un peu, même si c'est pour faire 2 tours à la 2e place, tu vois. Essayer d'aller te mettre derrière Webb et de voir, de voir un peu les traces, de suivre Webb, quoi. Mais moi, je trouve que Ferrandis, techniquement, il en manque de ouf, quoi. Il est trop sur l'arrière, sur la moto. Tu peux pas la piloter comme ça. C'est elle qui te pilote, là. Et dans tous les virages, tu le vois s'arrêter et repartir, tu vois. Hop, il s'arrête en haut, là, pour sortir le triple ensuite. Et après, hop, comme si, ok, je suis arrivé à un point A, je me tourne, point B, on y retourne, tu vois. C'était pas du tout le pilotage qu'il avait en 250 à l'époque, d'ailleurs. Non, il longeait beaucoup, là. Et puis, oui, je me souviens même des décès, là. Où, comme ça, les virages qu'il prenait, c'était un truc de fou. Et là, j'ai l'impression que c'est très tranquille dans les virages parce que, enfin, lui-même, il le disait que jauger la puissance de la 450, c'est plus compliqué. Donc, tu peux pas prendre ton virage à fond. Et après, tu arrives sur le trip, du coup, mince, il faut que je ralentisse sur un trip alors que je prends une impulsion assise. Enfin, c'est sûr que c'est plus compliqué, mais ouais, dans les virages, je trouve qu'il est-ce qu'il ne devrait pas essayer de rouler en 250 dans la catégorie 450 alors? Je te jure, mais tu sais, t'as le droit. Tu sais que pendant un moment, moi, j'y pensais quand il était sur la Star Racing. Je me dis, mais comme il roulait avec la 250, je me dis, ça se trouve. En plus, ses chronos, quand il était en 250, ses chronos, ils étaient pas loin des premiers en 450. Le problème toujours, c'est que tu vas être un peu désavantagé au départ. Mais bon, on a vu Kotichok, il a pris un départ décent en hit et en finale à Daytona avec la 250. Donc, je pense qu'il y a moyen de mettre une map et un bon truc pour. Où tu te mets une map, où tu te mets une 450, bridée en 250, une fois que. Ouais, mais du coup, tu as la puissance de la 250, mais avec l'inertie quand même de la 450, tu perds la maniabilité et tout. Mais il disait quand même que le poids, il change pas énormément. Genre, il y a même pas 10 kilos d'écart, je crois, entre une 450 et une 250. Moi, j'avais une dizaine de kilos dans la tête. Mais que la différence ressentie est quand même plus grosse parce qu'en fait, l'inertie de la taille des pièces et tout fait que ça retient beaucoup plus la 450. Bon, Dylan, pas de HRC. Hein. Ah ouais? Il l'a dit dans l'interview Vital MX, ils lui ont dit la semaine avant Indianapolis que ce serait pas possible. Ils vont essayer de lui donner des pièces pour l'aider autant qu'ils peuvent. C'est ce que j'avais vu en fait l'article, j'ai pas cliqué sur l'interview Vital MX, mais j'avais vu entre guillemets c'était le truc pas de guidon, mais il sera aidé par HRC. Ouais. Oh, dommage. Mais lui-même disait que il disait malheureusement, je vais pas rouler sur la HRC. C'est une moto qui rêve d'essayer depuis longtemps.
Donc bon bah écoute, maintenant on va voir peut-être pour l'essayer au mois d'octobre et signer un guidon pour l'année prochaine à la limite. Ils veulent pas aligner 3 pilotes chez HRC l'année prochaine? Je sais pas. Et du coup, c'est un Wilson alors qui récupère ou... Ah bah ça, moi je te dis, j'ai vu l'interview de Dylan qui dit que lui il pourra pas, on lui a dit que c'était pas possible. Après, est-ce que ils Wilson l'ont- récupère comme ce que j'ai entendu sur Pulp MX ou pas Et ils ont pas dit pourquoi du coup c'était pas possible bah, encore une fois, lui Dylan, non, il a pas épilogué. Mais après, pourquoi, ouais, je sais pas. Ça doit être question de sponsor au final. Ouais, sûrement. Bah, tu sais, surtout que Factory Connection, ils sont très impliqués dans le team Phoenix. Peut-être que HRC, ils pouvaient pas rouler avec des autocollants Factory Connection sur la fourche. Et en même temps, Dylan, bah, c'est un sponsor titre de son team. Enfin, je sais pas, hein, là, je spécule complètement, mais ce serait pas surprenant qu'il y ait des petits soucis à ce niveau-là, quoi. Qu'il y ait des petits conflits. Écoute, moi, c'est tout ce que j'ai noté pour la catégorie 450, du coup. Bah ouais. Et ben on marque une courte pause et on va attaquer avec la catégorie 250. Courte pause, bah, vous connaissez notre sponsor, MGT Design, MGT Design Racewear. Les tenues, les kits déco de 100% perso. On les remercie évidemment de nous soutenir. C'est la fin de la pub, on attaque avec la catégorie 250. Ouais, j'ai voulu faire un petit peu truc professionnel, on a une coupure publicitaire. Et ben alors, confrontation face à face, Est-Ouest. Mais quelle côte est la plus forte? Quelle côte est la meilleure? Qui sont les plus rapides? Qui l'emportera? Et ben c'était l'Est. À la grande surprise du coup de l'opinion publique, visiblement. Et c'était Satamaker. Ouais. Encore plus grande surprise, double surprise pour l'opinion publique. Là, ma surprise est surprise. C'est pour te dire. Et après, c'était quand même une piste très Est. Ça y est. Non, mais d'accord, si tu veux, mais encore une fois, c'est pareil. Hein, les mecs à l'Est, Vial, ils roulent pas dans les ornières. Hein, ils roulent avec Sexton, ils roulent pas dans les ornières. bah, à l'entraînement, non, mais en course constamment. Que tu vois, quand tu fais Anaheim, constamment, ils font 8 courses dans l'année. Anaheim, San Diego. Ils font 8 courses dans l'année 10 par côte. Du coup, avec les 3 confrontations Est-Ouest, il y a 10. Oui, sur mais chaque donc côte. la différence, bah, alors elle est de 7 même, la différence. Après, Ouais, il y a mais 3 courses, ils font la même chose. Ce que je veux dire, c'est que tu vois, c'était la 6e épreuve pour l'Est. Les 5 courses qu'ils ont faites avant, c'était dans les ornières. Que à l'Ouest, ils avaient un peu d'ornières à Arlington et puis c'est tout. Ouais, bon, je pense pas que. Donc après, est-ce que ça fait tout? Non, non, c'est un petit avantage pour les pilotes de la côte Est. Après, ils sont aussi mieux partis, bien roulés. Digan, il a tenté un quadruple, il dit qu'il entendait ça faisait cling-cling dans la boîte de vitesse après ça, donc il a assuré. Il a quand même dit, mais il n'y a pas d'excuse, de toute façon, Seth et Tom ont roulé super et ils étaient meilleurs ce soir. donc moi, tu sais quoi, il me manque quand même le Digan grande gueule. Même, enfin, il a gagné la semaine dernière et il l'a pas trop ramené, quoi. Ah non, il a compris qu'il fallait se reconcentrer un peu. Quand il l'ouvre, au final, il performe pas. Si donc, au catch, les mecs, quand ils prennent le micro, ils disent plus rien. Au catch. On s'ennuie. On parle de sport. Ça faisait un peu ça, quand On même. parle de sport, là. On parle pas de théâtre. Ouais, mais ça faisait un peu ça rappelait la WWE, un peu les discours de podium de Digan. Ouais, mais il se rend compte que quand il l'ouvre, il prouve pas derrière. Ça joue en sa défaveur. Et il a un mauvais karma dès qu'il l'ouvre. Donc et maintenant, il se calme et il fait ce qu'il a à faire. Et il prend ses ronds et voilà, il vient au travail. Ouais. Non, moi, ça me manque pas spécialement. Tu vois, justement, c'est. Mais après, je trouve, en fait, pour moi, du coup, tous ces discours, ils sont faux, quoi. C'est quand il dit, ouais, ils ont été meilleurs, je sais pas trop quoi. Surtout qu'il revenait sur Vial. En fait, avant, quand tu regardes, quand il fait son quadruple et son erreur, Vial, il est dans le virage à ce moment-là. Ouais. Donc, il en était vraiment pas loin. Ouais, mais tu vois, peut-être qu'il se dit, enfin, après, il le dit, oui, c'est de la politesse et du respect envers ta compétition, mais aussi, pour revenir, il a fallu que je tente mon quadruple et je me suis foiré dessus et c'est sur moi, tu vois. D'accord, c'est pas son quadruple qui lui faisait gagner 5 secondes au tour. Hein. Donc, parce qu'il était 5 secondes plus rapide. Non, mais c'est pas juste son quadruple, parce qu'en plus son quadruple il passait beaucoup de temps en l'air. Je sais même pas s'il gagnait réellement beaucoup de temps avec je pense que si quand même, parce que tu vois que les mecs juste pour faire on-off, du coup ils le prenaient quand même pas vite la bosse pour aller. Ouais, forcément ça gagnait un peu, mais la différence, tu vois, là il faudra faire une petite analyse vidéo, hop, superposer les deux et regarder, parce que forcément il arrive aussi avec plus de vitesse dans le virage, tu vois. Ouais. Mais ouais. Je sais pas si ça valait réellement le coup de Après, le faire. c'est ça, c'est toujours une question de risque voilà. versus récompense.
Mais oui, donc au final, il revenait quand même. Et j'ai envie de dire, heureusement pour Tom qu'il soit allé dans le filet derrière. Parce que, à mon avis, je sais pas combien de temps il restait à ce moment-là. S'il restait un peu plus de 5 minutes, non? Je sais plus. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Donc bon, ça aurait pu être chaud, je pense, cette fin de course. En tout cas, rappelle-moi les points, comment ils sont distribués. Si Vial il finissait derrière, Vial il a pris les points de la deuxième place, oui, du coup, parce que Maker il est aussi de sa côte. Mais admettons, Digan il gagnait, Vial était 2, Vial il prend 25 points ou 22? 22. Ok, donc Ouais, ça valait quand même le coup de. Ouais, C'est pour ça que les maximiser cartes les points. peuvent être redistribuées grandement sur les showdowns. Ok, c'est cool. Donc ouais, Digan, il fait le faux humble pour moi, parce que justement, c'est pas sa personne d'être humble. Comme il en surjoue peut-être un peu quand il fait la grande gueule et tout, il dit ouais. Mais enfin, quand à un moment donné, même dans les interviews d'après-course, tu dis je suis comme ça, moi, je parle et je continuerai de parler. Et voilà, je suis pas là pour me faire des potes, donc je m'en fous, quoi. C'est moi. Et il te le dit comme ça, et qu'après, il parle plus et il dit ouais, bien joué à eux, ça a été les meilleurs aujourd'hui, je sais pas trop quoi. Alors, c'est que il est pas vraiment humble, quoi. C'est la fausse modestie. Bon, Là. après, peut-être qu'il est capable de dire je les ai fumés comme je me suis fait fumer. Hein. Non, il pense pas qu'il s'est fait fumer, peut-être encore qu'il une est fois. en connexion avec la réalité, tu vois. Je suis pas persuadé. Pour lui, là, il s'est pas fait fumer. Justement, je te dis, il revenait sur Vial, il est parti d'un peu loin en Non, mais plus, en même temps, Digan. je préfère un faux humble qu'un mec qui va aller sortir des excuses genre ouais, j'étais meilleur, mais nanani et nanana, et du coup j'ai fini troisième, mais bon, si je fais ci et si je fais ça, bah je gagne. Tu vois. Bah, Ça, c'est pas des pire, je excuses, trouve. mais ouais, enfin, un Digan, il aurait pu continuer en disant aujourd'hui, je pense que j'étais le meilleur. Enfin, en tout cas, que j'étais meilleur, je pense que Vial. Amaker, peut-être pas, parce qu'Amaker, il a quand même distancé Vial, et donc je suis pas persuadé qu'il serait revenu sur Amaker, Digan, mais aujourd'hui, j'aurais dû finir deux. J'ai fait quelques erreurs qui m'ont laissé à la troisième place. Voilà, c'est comme ça, mais c'est pas grave, on continue, on augmente l'avance au championnat. Et ouais, pour le coup, la côte ouest, là. Allez, 12 points. 12 Ouais, points ouais, mais entre. Baumer, je sais pas ce qu'il fait là, je sais pas ce qu'il a. Ben ouais, je sais pas non plus, C'est mais souffle un alors, peu. attends, parce que j'ai noté Baumer, il a fini 8ème J'allais dire 8. du showdown là, donc c'était pas bien. Et il était devant lui à un moment donné, hein, il s'est fait doubler encore aussi. Mais oui, ben, il part 3 de toute façon, Baumer, il Oui, part 3 derrière à deux Vial. doigts de. Ouais. Donc ça veut dire qu'il perd 5 places sur la finale, je sais plus, il est tombé, je crois même pas. Sympa. Donc tu pars 3, tu finis 5 quand tu es prétendant au titre, bah, ça coûte cher. À côté, vaut mieux faire la manche de Hampshire qui je sais plus combien il revient, mais bon, il part loin et il revient dans le top 5, il me semble. Ouais. Ouais, bon, cet amateur, je disais la semaine dernière, pour moi c'était un peu infortuné. Je me disais, oh, il roule bien et tout. Hein. Et bon, là, il est parti devant et j'avoue que je l'ai même pas trop regardé rouler au final. Mais de toute façon, il a mis la piquette à tout le monde. Vial, il a rien pu faire derrière. Il a essayé, ça revenait par moment, puis une erreur et du coup, il reperdait du terrain. Et la trajectoire de Vial dans le sable, c'est bien, c'est malin de monter un petit peu sur le talus et tout, mais au final, l'intérieur, ça allait plus vite. Et puis surtout la trace que faisait Webb justement là. Tu l'as vu faire double au-dessus du dôme? En finale, il a fait ça, Ouais. Ah bah, Il l'a pas. Je sais pas s'il l'a fait beaucoup. Après, c'est pareil. Je suis pas sûr qu'on ait vu beaucoup Webb au final à l'image. c'est une trace qu'on a beaucoup vue aux essais, donc ouais, j'avais Ah vu, ouais. mais Bah là, ça s'était creusé à force et intérieur double de l'intérieur et ça c'était ça le plus rapide. Donc ouais, sa trace elle était pas mal. Mais comment Sexton la prenait aussi, Oui, cabrait c'était un bien peu parce qu'il dessus. cabrait carrément, mais là c'est pareil, si ta roue avant elle touche pas la crête, tu fais une Levi Kitchen. Donc, Avec donc moins de c'est vitesse. pareil. Donc. Là, le risque versus récompense, il était quand même assez élevé, je trouve. Ouais. Tu gagnais pas beaucoup et tu avais une prise de risque et tu n'avais pas droit à l'erreur, quoi. Mm. La façon dont Sexton le faisait. Mais donc vas-y, ouais, reprends pour Vial. Ouais, j'ai l'impression en plus qu'il prenait vachement son temps dans l'extérieur avant pour bien viser ce petit talus, tu vois, et le prendre comme il fallait. Donc ouais, juste sur la portion du petit mur là, à la fin du sable, bah ça gagne. Mais quand tu prends la totalité du sable, si tu prends ton temps dans le virage d'avant pour bien viser et être propre, c'est sûr, saute dans l'intérieur et même roule complètement dedans ou teste. Voilà, ne serait-ce que tu vois, il y avait une épreuve comme ça l'année dernière où il me semble qu'au final. Jet revient sur. Je sais plus qui revenait sur qui. Mais il y avait un talus comme ça en sortie de sable.
Et justement, Jet passait dessus, il touchait à peine la crête. Les autres pilotes, même Thomas, voilà, ça tapait, ça raccrochait beaucoup et c'était un peu le seul, il me semble, Jet à réussir à passer derrière, quoi. Mais ne serait-ce que d'aller dessus et de sauter, même si tu vois du sable, bah, tu n'arrives pas à aller sauter derrière complètement, tu viens taper sur la crête. Au plus tu tapes haut, et le mieux, voilà, le mieux c'est. Donc j'aurais plus vu tenter ça. Et à force, en plus, la trace, tu vois, justement, ça se creuse en 4,50. Je pense que ça s'est creusé à force d'accélérer. Bah, quand tu enroules, tu accélères dans les trous à chaque fois, ce qui participe à creuser. Et à la fin, une fois que c'est suffisamment creusé, Webb, il a sorti justement le petit double au-dessus du dôme, carrément. Même en entrant dans le sable, parfois, Webb, il me semble qu'il faisait double en entrant dans l'intérieur. Après, il enroulait et tout. Mais moi, je trouve que ça se voyait même dès les heat races que l'intérieur était plus rapide, même s'il y avait plein de bosses. Et je sais pas si Amaker prenait l'intérieur lui, mais tu vois, le problème c'est que je crois qu'il l'a pas essayé une seule fois en finale l'intérieur, Vial. Donc à un moment donné, ça fait 4 tours que tu perds pas de temps, que tu gagnes pas de temps, tente quelque chose. Mais bon. Donc Vial, mine de rien, encore une seconde place et il prend la tête du championnat à la côte Est. Un point devant Anstie. Ça m'embêterait quand même qu'il gagne le championnat sans gagner de course. T'imagines? Non, pas trop. Ça serait chaud. Mais je crois que Tim Ferry, il a gagné un championnat 125 en gagnant qu'une seule course. Mais Osborne aussi, je crois qu'il en avait gagné qu'une seule en 2017. En 250? Ouais. Ah ouais? Il me semble. Pétard. Et encore, je te dis une seule. Même pas deux. J'ai envie de vérifier de suite parce que je sais même pas si c'est pas 0. Non, c'est sûr, il en a gagné au moins une. On s'en souviendrait s'il avait gagné 0. Non, c'est sûr. Je sais pas, mais je me souviens qu'il avait pas gagné grand chose. Et moi, ça m'avait réconforté parce que je me suis dit en 2020, j'ai gagné le titre en gagnant une course. Ouais, mais en plus, un championnat de 4 épreuves. De 4 épreuves. Mais bon, ça fait. T'as gagné 25% des courses quand même. Hein. Non, une course sur 8 du coup. Une manche. J'ai gagné. J'avais fait. Sur 7, il n'y a eu qu'une seule manche à la fin. La dernière non, il y a eu 2. Il y a eu les 2. Ouais, parce que du coup, j'ai pas fini premier du général. Ah ouais? Mais non. Si, j'ai fini 2, je crois. Et du coup, c'est la deuxième manche que tu gagnes? Oui. Ah, ok. Je croyais qu'il n'y avait eu qu'une manche à la dernière épreuve. Non, okay. Non, il y avait eu les 2. Donc, tu as gagné le titre en gagnant 0 épreuve. Ouais. C'est ça. Aïe, incroyable. Bah, écoute, tout ce qu'on voit dans le livre des records, c'est que tu es champion IDF 2020. Hein. Ouais, c'est ce que je me dis. Et du coup, ça m'a rassuré un peu quand j'avais vu ça de Osborne, cette stat-là. Je me dis, oh, bah, meilleur niveau, ça. T'es pas forcément obligé d'en gagner énormément pour être champion à la fin et puis on va pas on va pas se foutre de ta gueule. Ouais. Bon, lui c'est pas un champion de ligue, mais voilà. Moi, tu vois, même pas 10 ans après, tout ce qu'on se demande c'est est-ce qu'il a gagné combien de courses, mais tout ce qu'on sait c'est qu'il est champion quoi, en 2017. Oui. Et puis avec la bannière. On se souvient du gros dépassement sur sa match. C'est ça, c'est que ça valait peut-être plus d'une victoire partir dernière et mettre un taquet à celui qui finissait devant. Non, franchement cette finale c'est ouf, c'est ouf. Ouais. Bon bah moi je vous ai dit pour la côte Est, moi je mettrais le billet sur Hampshire. Hein. Hampshire il revient à 12 points de la plaque rouge et honnêtement je pense qu'à l'Est c'était le deuxième meilleur pilote sur la piste. Alors il a fait un départ pourri et il a dû cravacher, mais à part Amaker je sais pas s'il y avait quelqu'un qui roulait mieux que Hampshire ce week-end. Non ouais, c'est vrai. Et tu vois, dans ce que j'ai envie de voir, je me demande si je me dis c'est peut-être pas mieux qu'Hampshire il gagne. On sait qu'il monte en 450 l'année prochaine et Via, ça lui laisse une année de plus peut-être pour essayer de performer. J'ai envie de parler de ça aussi. Parce que tu dis, mais imagine si Vial il gagne le titre sans gagner une course. Mais ça veut dire qu'il ne gagne pas une course de l'année et il est obligé de monter en 450 l'année prochaine, hein, si c'est le cas. Et moi je suis désolé de le dire. Écoutez, les gars, vous qui nous suivez, je suis personne, moi, je suis un guignol dans mon canapé, mais je vous le dis, 450, Vial, il n'est pas prêt. Supercross 450 2026, Vial, il n'est pas prêt. Thomas qui va revenir, Jet, il va être là, Hunter, Chase. On ne sait pas, si ça se trouve, c'est la 450 qui lui match. Attends, rappelle-toi quand même d'un Sexton en 250. Il a peut-être gagné une épreuve en outdoor. Aujourd'hui, c'est quand même presque un spécialiste de l'outdoor, tu vois, même avant le Supercross, j'aurais presque envie de dire. Si, face à Thomas en 2020. Je peux pas te laisser dire ça. Combien 2. 22. 2021, il était derrière Ferrand 10. Sa première victoire Ferrand 10, Sexton, il finit juste derrière lui. Mais il fait peut-être juste moins d'erreurs en outdoor qu'en Supercross. Non, il en met des cabrioles, il met la cabane sur le chien aussi en outdoor.
Mais non, il est bon en outdoor aussi. Ouais, mais il est vachement bon en supercross aussi. Ouais, mais non, en outdoor quand même. Et puis on a gagné en outdoor, et en outdoor 4,50, pas 2,50 en plus, quoi. Enfin, non, je sais pas, ouais. Alors qu'en 250, tu vois, il était absent, justement, il est monté directement en 450, tu vois. Et au final, tu te dis, son pilotage, il matche mieux. Et même en 250, je trouve qu'il a jamais fait de miracle. Enfin, je veux dire, il se bataillait face à McElrath à sa deuxième année. Sa première année, j'en parle même pas. Il était deuxième derrière Faulkner de base, tu vois. Faulkner s'est mis au tapis. Il a récupéré et il a gagné comme ça. Donc encore pire, je trouve que Vial. Enfin, encore pire. Sa deuxième année, McElrath, il était sur la Star. Et il était bon cette année-là quand même, McElrath. Et Sexton, il était au-dessus. Et non, moi je trouve que le deuxième titre de Sexton, tu vois, c'était vraiment un titre de confirmation. Ouais. Où il montre qu'en 250, c'est bon. Oui, mais je trouve qu'il y avait personne, quoi. En 250. Enfin, je me souviens pas, il y a eu des showdowns, j'imagine. Il y avait Ferrandis aussi, ils sont un peu sur les mêmes années. Ouais, bah oui, Ferrandis c'était sur l'autre côte, effectivement. Ouais. Et je sais plus trop ce que ça donnait. Ouais, je sais plus, mais moi je me souviens de ce sentiment que c'est un vrai titre de confirmation et que Faulkner était pas là. Mais selon moi, il y avait pas spécialement d'adversité et que du coup en outdoor, il a jamais rien montré derrière non plus. Enfin, tu vois, un peu comme un Nichols. Nichols, le titre qu'il a gagné, tu vois, en 250, il a gagné un titre en 250. Ouais. Et quand il l'a gagné, il l'a volé à personne. Il n'y avait pas quelqu'un qui lui mettait la piquette. Mais tu vois, Nichols, il a gagné un titre en 250. Sexton, il a 2 titres Supercross. D'accord, mais Nichols, tu le mets à la place. Singer a 2 titres Supercross à la limite aussi. Voilà, et Nichols, je veux dire, le premier titre de Sexton, je suis désolé, il aurait dû faire 2. Il y avait un mec qui était meilleur que lui, qui lui prenait toutes les courses. Il n'en a pas gagné une avant que l'autre se mette au tapis. Donc un Nichols, tu peux lui en donner un comme ça aussi. Enfin, je sais plus. Si, il était derrière Ferrandis, du coup, non, l'année d'avant, Nichols. Quel perf il fait l'année précédant son titre. Je sais plus, mais enfin bon, je sais pas s'il finit vice-champion ou 3, pas trop loin, mais voilà, tu pourrais imaginer un peu le même scénario où une première année un peu moins bien que celle de Sexton et l'année suivante, il a volé à personne, son titre, il allait chercher et tu vois aujourd'hui en 450, tu vois. Donc tu as vraiment des chemins qui peuvent partir dans différentes directions. Tu as un peu le chemin du milieu avec Cooper, Justin Cooper, même qui va plus vers le waouh, c'est bien, tu vois, par rapport à sa carrière 250. Un Sexton qui, par rapport à sa carrière de 50, je trouve que c'est encore mieux en 450. C'est le mec a encore progressé, a continué de progresser et je ne m'attendais pas du tout à le voir comme ça. Enfin, tu vois, il aurait fini comme un McElrath, par exemple, ou un gars comme ça arrivé en 450. Ça ne m'aurait pas spécialement étonné, tu vois, après ces années 250. Je ne m'attendais pas du tout à le voir dominer, à le voir aux avant-postes, en tout cas dès son entrée en 450. Donc Vial, si ça se trouve, la 450 lui matcherait bien. J'aime à croire que ce soit possible et que d'un seul coup, en 450, on est que Jet a du souci à se faire. Et Sexton avec, et Thomas, pareil. Ouais. Il y a un autre truc aussi que Devier il disait, j'ai pas suivi encore leur débrief d'Indianapolis, mais il en parlait dans le précédent. Vial, il a doublé combien de pilotes cette année en Supercross? Ouais. Parce que tu vois, ça c'est aussi un problème au-delà du fait qu'il en manque en vitesse, il y a quand même un aspect dans sa personnalité, j'ai envie de dire, de pilote et de compétiteur, où il manque d'agressivité, il est pas la plupart du temps, il n'est pas hyper incisif. Et en 450, bah oui, peut-être que la 450, ça va le débloquer, mais en même temps, ça va probablement être la même chose où s'il part 1, il finit 1 ou 2, et s'il part 8, il finit 8. Enfin, si déjà il part 1 et il finit 1, c'est déjà pas mal. Ouais, mais il faut partir 1. Ouais, mais pour des Avec 450. Derrière une grille où tu as Prado, Sexton. Non, Sexton, il prend pas de bon départ, je voulais dire Jet Lawrence. Et Thomas qui, quand il veut, part bien. Ouais, par contre, Sexton ne prend pas de bon départ, il est quand même bien sorti ce week-end. Oui, non, mais. Oui. À Daytona, il fait le shot avant de se mettre la cabane sur le chien. Après, il sort quand même pas mal. C'est vrai que cette année, c'est mieux Sexton. Mais il faudra voir quand tout le monde est de retour si Sexton part toujours aussi bien quand on a les Prado, Jet qui sont là et Thomas qu'une fois sur deux. Ouais, non, mais non, effectivement. Et puis moi, j'étais vachement étonné parce que je crois que c'était une fois Musquin que j'avais entendu parler de ça, où il disait qu'en gros, le futur, pour
pour Vial, il est pas gravé dans le marbre, quoi. Il va revenir en MXGP. Voilà, un retour en GP, SXUS en 450. Il n'y a pas de portes qui sont fermées, en tout cas. Je crois qu'il disait quand même que lui, il aimerait bien rester aux États-Unis, mais qu'en gros, l'option de revenir en Europe faire du GP n'était pas forcément. Mais ouais, moi, je sais pas, ça me ferait chier. Moi. Mais peut-être qu'il va revenir faire une saison en MXGP, hein, mais à mon avis, une et pas plus, parce que venir faire 20 Grands Prix, gagner des courses pour crever de faim. J'exagère, mais bon, comparé à ce qu'il va gagner, s'il fait juste top 10 en SXUS 450 et top 5 en MXUS, je pense qu'il gagnera plus de thunes que s'il est champion du monde MXGP. Tu crois? En salaire, non, mais en bonus, tu vois, s'il arrive à gagner quelques courses en outdoor et qu'il arrive à faire quelques podiums en supercross, et genre quand je dis quelques, c'est 3-4 podiums en supercross peut-être 2 victoires et pareil, 4 podiums en outdoor. Tu te fais ton année, hein, je pense, par rapport à... Parce qu'il aura quand même aussi un salaire aux États-Unis. Il ne va pas rouler gratuitement et juste se faire des bonus. Par rapport au MXGP, je pense que oui. Hein. Moi, ça m'embêterait de le voir finir après de team privé et galérer un peu ou se contenter de top 10, top 5. Non, mais en vrai, Tom Vial, je pense que au pire, si c'est pas chez KTM, je pense qu'il a un guidon d'usine l'année prochaine s'il est obligé de monter en 450. Surtout s'il gagne un deuxième titre, même sans gagner de finale. T'es 2 fois champion SXUS, et puis il faut voir aussi ce qu'il va faire en outdoor et dans les playoffs. Mais Malcolm Stewart, il a fait quoi après avoir été Malcolm Stewart, il n'a pas fait l'outdoor. Il devait le faire, puis il l'a pas fait, soi-disant que c'était pour préparer sa montée en 450. Et sauf que il s'est pas montré de l'été et il n'y avait pas de place disponible nulle part. Ouais, mais là c'est pareil, hein, c'est que alors on sait qu'il y a une place vacante potentiellement chez Kawasaki si Anderson n'est pas signé. Ouais. Après, il y a Triumph qui ouvre un team 450. Il y a Ducati qui arrive l'année prochaine, qui va déjà faire rouler Antonio. C'est vrai que ça ouvre quelques places. Ouais, c'est vrai qu'en vrai, là que tu me dis ça, tu vois, je vois bien du coup migrer chez Ducati ou Triumph aussi. Ou peut-être que c'est un Barcia qui part chez Ducati parce qu'on sait qu'il a encore une bonne relation avec Trulli Design. Et ça ouvre la place sur la Gasgas, tu vois. Ouais. Puis peut-être que Red Bull va être content de Tom Vial et va inciter KTM à le garder en signant un chèque. Ou, tu vois, ça peut aussi se passer comme ça parfois. De la même manière qu'ils supportent vachement Roxen depuis toutes ces années, s'ils sont contents de ce que Vial leur apporte. Alors après, c'est quand même pas le même niveau chez Suzuki. Suzuki sort un chèque en plus et teammate de Roxen. Peut-être. Je vois pas Vial avec son petit gabarit sur une grosse Suzuki comme ça là. Non. Puis Plessinger, il est signé pour l'année prochaine chez KTM? Parce que peut-être que Vial prendra la place de Plessinger, hein, vu qu'il s'entend bien avec Sexton. Oui, si Sexton ne veut pas rester, oui, c'est possible. Tu penses qu'il reste ou pas, Sexton? Moi, j'aurais envie de dire oui quand même, parce que je trouve qu'il y a quand même une belle progression là qui a été faite. Après, ça se trouve, lui, il arrive à cette vitesse-là sans être à l'aise, je sais pas, tu vois. Ouais. Mais il avait l'air de dire qu'il avait trouvé de bons réglages et qu'il avait enfin réussi à régler la moto en supercross. Donc, ouais, je sais pas, mais je sais pas. Bon, pour finir sur Indianapolis, mention spéciale à Joe Shimoda qui avait enfin les 2 protège-mains de la même couleur que sa moto. C'est magnifique. Merci Joe. Il en aura fallu du temps, mais c'est une fois qu'il n'y a plus de fractures dans les doigts qu'on fait les choses bien. Et d'ailleurs, c'est quoi? J'y ai repensé parce que Stouff me disait il a encore les 2 protège-mains. Et je me suis dit, mais en même temps, c'est ses doigts de la main gauche qui sont cassés et les mécaniciens sont à droite ce week-end. Donc c'est peut-être juste pour ça qu'il met les 2. Et à Arlington, si je me souviens bien, les mécaniciens étaient aussi sur le côté droit des pilotes. Et donc tu crois qu'il va rouler avec protège-main toute sa vie maintenant? Non, ce que je crois, c'est que ça se trouve que le jour où les mécaniciens sont à gauche, il a un protège-main qu'à gauche. À nouveau. Il faudra que je regarde la track map de Seattle pour voir de quel côté des pilotes seront les mécaniciens. Mais ouais, je vais suivre ça de près. C'est ma mission de journaliste du canapé. Voilà. Puis sinon, Faulkner, il était bien aux essais et il a dû aller au repêchage qu'il a même pas gagné. Non, il a failli même pas se qualifier, surtout il a fini 4. Hein. Ouais. Et 12e en finale, donc pas incroyable. Non.
Non, et puis c'est pareil, hein, les ornières, tu vois que c'était compliqué là. Hein. Dans les hoops et tout, en catastrophe presque tout le temps, là, au repêchage, c'était chaud. Effectivement, il a failli passer à côté de sa qualif en plus. Donc compliqué. Après, il en a pris une bonne là dans les whoops. Après, peut-être qu'il faut juste du temps et qu'au playoff, il gagne une manche. Je lui souhaite. Hein. Moi aussi. Et d'ailleurs, on en parlait parfois dans les épisodes précédents, mais donc son bébé n'est pas encore né. Et à la télé, il disait que ça pouvait arriver à n'importe quel moment maintenant. Donc je pense que la date est arrivée et que Faulkner sera bientôt papa. Félicitations. Voilà, bravo à lui. Bon, et bah écoutez, la semaine prochaine, pas de SXUS. Alors, je sais pas si nous, on va prendre une semaine off ou si on se fera un petit épisode consacré à la deuxième épreuve du MXGP. On verra selon si Mr. Brap a suivi et on verra si le Grand Prix, il y a de quoi parler aussi ou pas. Tu vois, parce que si c'est 2 manches où le mec qui part devant finit devant, il se passe rien, on verra. Mais donc ouais, on verra en fonction de l'emploi du temps, de l'intérêt qu'on a porté à la course. Et bon, moi c'est sûr que je vais la regarder parce que dans 2 semaines je suis à Saint-Jean-d'Angély. Hein. Donc s'il y en a parmi vous qui y vont, on se retrouve là-bas. Et puis en attendant, donc la semaine prochaine je sais pas, et sinon ce sera dans 2 semaines pour le Triple Crown de Birmingham, côte est toujours. Peut-être la première victoire de la saison pour Tom Vial, peut-être la 4e victoire de la saison pour Cooper Webb. Non, Triple Crown, il est bon. Marquis, 1 sur 2. Ils en ont un chacun. On va voir qui se prend le 3e pour être le Triple Crown champion. Parce que à chaque fois, ils se rendent compte à la dernière épreuve qu'en fait, ils ont fait un trophée et qu'il faut le dire. La première année, je sais pas si tu te rappelles, genre Thomas qui était super surpris. Ils lui ont donné ça juste après avoir fini la dernière manche du dernier Triple Crown. Et il savait même pas qu'il y avait un trophée à gagner. De toute façon, c'est juste un trophée. Il n'y a pas de bonus, il n'y a pas de cadeau. Un trophée. Ok. Bon, un de plus, un de moins. Est-ce que ce serait pas mal d'avoir un petit point au championnat en plus pour celui qui remporte tu sais, tu fais un petit championnat des 3 Triple Crown et il y a des petits points bonus à prendre en plus là. Bah, je pense que ça rajouterait rien. Enfin, tu vois, dans l'engagement des pilotes pour le coup, ça. Parce que ça changerait pas. Enfin, le but c'est de gagner et parce que de gagner te donne 3 points supplémentaires sur le deuxième, tu vois. Enfin supplémentaires te donne 3 points sur le deuxième que du coup tu vas pas le faire pour le point supplémentaire derrière. C'est que genre oh bah ça en plus c'est cool. Tu me mets ça en plus, un pourboire, je prends, tu vois. Mais ça donnerait pas d'engagement en plus de la part des pilotes. Je voudrais juste te poser une question. Je ne sais plus si on en a parlé déjà, mais en fait, Jason Wagent avait dit dans un des podcasts, parce que tu veux pas avoir 17 Triple Crown. Non. Voilà. J'avoue que moi non plus. J'aime bien la séparation des heat races, on en a déjà un petit peu parlé, j'aime bien la séparation des heat races, et ensuite les meilleurs se retrouvent et s'affrontent enfin en finale, ça fait monter un petit peu la pression tout au long de la soirée. Cependant, Jason Wagent, il a dit, il disait dans un podcast, si depuis 50 ans qu'il y a du Supercross, le format d'origine, c'était le Triple Crown, et qu'on arrivait en 2017 ou même là en 2025 en disant « Eh les gars, j'ai une idée, au lieu de faire 3 manches qui comptent pour le général avec tous les meilleurs pilotes, on va prendre plus de pilotes, on va les séparer en 2 pour faire des manches où ils se qualifient juste pour une finale ou pour définir leur place sur la grille, et après, ils en feront une qui compte pour des points pour le championnat. » Tout le monde dirait que c'est une idée pourrie. Je pense que les pilotes diraient ben non, je vais pas faire une course qui compte pas pour mon championnat, je vais pas faire une course juste pour définir ma place sur la grille. Les spectateurs ils diraient mais pourquoi ils font une course juste pour la place sur la grille, c'est nul. Ouais, mais à la fois tu te dis ça me laisse une course avec un peu moins de pression justement. Ouais. C'est que moi je suis content, tu vois, quand j'ai une course, je suis content d'avoir des essais libres où j'essaie d'y aller avec 0 pression du coup, parce que ça compte pour rien. On me prend ni mon chrono, ni de points, rien. Mais toi, tu te mets la pression en course. Et ça, ouais, mais comme tout le monde. T'es nerveux, toi. Mais comme tout le monde. Moi, je suis en cross plaisir. Moi, maintenant, c'est fini. Oui, bah du coup, tu fais pas de course. mais même quand j'en fais, rappelle-toi, à Vinci, il pleuvait, je t'ai dit, viens, on va manger un grec. On dit, on fait pas les manches, c'est bon, c'est saoulant. Mais
du coup, moi, ça me fait du bien quand même d'avoir une première course, même les essais chrono, où je me bats contre un chrono et contre personne d'autre que juste contre moi-même déjà, tu vois, qu'il n'y a pas de départ en grille et tout. C'est cool. Et donc, je pense que pour eux, bah, c'est un peu pareil. C'est que quand même, tu leur ferais se lancer direct. Enfin, c'est ce qu'ils font en Triple Crown, hein, du coup, essai et puis après direct des manches qui valent des points, tu vois. Bah, ceux qui peut-être Puis mettent. c'est ce qu'ils font en motocross aussi tout le temps. C'est essai puis manche. Enfin, ils ont roulé la veille. Ah, tu parles en motocross parce que championnat du monde, ils roulent la veille. Ah oui, mais en outdoor. Ah oui, oui. En outdoor, c'est essai et puis c'est des manches. Mm. T'as pas une manche qui compte juste pour la position sur la grille. Non, mais les essais durent longtemps aussi, tu vois. Enfin, je veux dire, je trouve que ça te laisse prendre le temps de prendre la Bah là, température aux de la US piste. aussi, ils ont 3 fois 10 minutes d'essai. Hein. Ouais, bon. Je trouve que c'est léger. Après, c'est des pilotes professionnels qui ont l'habitude de faire ça. Et Bah, ils passent plus de temps à faire des essais que de la course sur une épreuve normale. Ouais. T'as 28 minutes de course. contre Bah 38 voilà, essais. et puis ils demandent pas à ce qu'on leur supprime des essais. Enfin, je pense que si tu leur supprimes un essai, ça les fait chier quand même. Tomac, il disait que dans le GP Tales, je crois, il disait que 2 ça suffirait. Musquin, il disait Et bah, fais que... pas les libres. S'il veut, lui. Les fais pas. Ouais, c'est vrai. Ou fais un tour et basta. Enfin, je sais pas s'il faut En fait- juste montrer la star. En fait, je pense qu'il les fait parce qu'il veut pas être désavantagé par Ah rapport ouais aux autres, parce que la piste évolue, mais il aimerait bien Ah, pour que tout le monde, du coup, tout le monde soit. fasse- Ouais, je vois. Mais tu sais, je pensais à ça pour Digan qui enroulait sa deuxième séance d'essai chrono ce week-end et il a peut-être fait 2 chronos, dont un qui était mieux que son chrono de la première session. Mais ouais, des tours rapides, il a dû en faire 2 sur toute la session. Genre pendant 8 minutes, il enroulait. Je me suis dit, mais si c'est comme ça, fais comme Stewart, en fait, n'y va pas. Tu rentres dans la tête de tes concurrents, puis tu dis, non, là, Digan, il a pas fait. Pourquoi il le fait pas? Puis après, il est là, il te fume en hit. Stewart, Ouais. c'était un pro de ça à l'époque. Je sais pas, du coup, pour en revenir à ce que tu disais, si dans le sens inverse, ça choquerait un peu tout le monde d'avoir une qualif pour la finale et avoir qu'une seule manche qui compte des points. Et en même temps, je trouve que ça met plus de pression sur la finale. Parce que Bah ouais. si tu te foires sur la finale de 20 minutes, bah, c'est 25 points qui partent direct. Oui, dans un sens, ouais. Donc c'est vrai que tu sais, ça pourrait être genre, admettons, les 17 courses, enfin, t'as 14 Triple Crown et t'as juste 3 formats classiques. Et t'arrives là, ce soir c'est format classique, une seule finale de 20 minutes, il va pas falloir faire d'erreur parce qu'à la moindre erreur, c'est 25 points qui partent. Ouais. Bon voilà, en tout cas c'est tout pour nous. Merci de nous avoir suivis. Merci évidemment à MGT Design d'être avec nous. MGT Design Racewear. Commentez vos pronostics pour cette vidéo. Abonnez-vous, likez si vous aimez bien sûr. Si vous aimez pas, vous pouvez mettre le pouce en bas. Il y a Kanye West, il dit qu'il n'y a pas de mauvaise publicité. et on vous retrouve soit la semaine prochaine ou sinon pour sûr dans 2 semaines pour le Supercross de Birmingham. A plus. Ciao.